Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je vous retrouve pour un nouveau périscope, 9 minutes pour parler des faits saillants de l'actualité internationale de la semaine. Aujourd'hui, 3 points, l'Ukraine, l'Iran et la Syrie. Alors l'Ukraine, toujours en plein marasme militaire et politique, avec des luttes intérieures de plus en plus ouvertes en fait entre Volodymyr Zelensky et ceux qui, à mon avis, ont l'ambition de le remplacer et d'être les nouveaux pions ou les nouveaux atouts, soit des Américains, soit des Anglais, soit des Européens. J'en vois 3 au moins. Syrski, qui maintenant qui est son chef d'état-major des armées, qui le critique ouvertement. L'ancien Zaloujny, l'ancien Sema, entre guillemets, ukrainien, qui lui était parti en retraite diplomatique comme ambassadeur d'Ukraine à Londres, mais qui, à mon avis, depuis quelques années, quand même se prépare et est préparé peut-être par les services anglais. Et puis le troisième, c'est le tout récent ministre de la Défense. Je rappelle qu'il est passé sans transition, si j'ose dire, de ministre de la Transition numérique à ministre de la Défense. Bon, on voit là toute... finalement, ça éclaire assez bien le rôle que peuvent avoir les figures qui sont mises dans le gouvernement ukrainien. On voit bien que derrière, il y a quand même des mécanismes et des structures plus importantes qui aident l'Ukraine à mener la guerre qu'elle peut contre la Russie. En tout cas, Fedorov, pour ne pas le nommer, qui donc a été démissionné récemment par Zelensky sur fond de querelle avec Syrski. Zelensky voulait mettre Boudanov à sa place, mais enfin, le Fedorov, il a pris le mors aux dents, il a déclenché des manifestations demandant son retour au gouvernement, et il explique surtout qu'il faut des élections sans attendre la fin de la guerre, ce qui évidemment est une façon de désavouer totalement Zelensky lui-même, qui, on le sait, depuis le printemps 24, n'est plus officiellement président. Bon, c'est la guerre, mais enfin, ça pose un problème de légitimité. En tout cas, il est de plus en plus faible, Zelensky, il se rapproche des pires ultranationalistes, pour dire le moins. Donc l'alternative se prépare, voilà, les chevaux sont dans les écuries, et du coup il vient de dire qu'il veut parler directement à la Russie. Alors vous me direz, il a dit déjà par le passé qu'il n'y était pas opposé, qu'il ne voulait pas néanmoins aller à Moscou, parce qu'évidemment ce serait reconnaître que la Russie a le dessus dans ce conflit. Le porte-parole du Kremlin a dit qu'il ne voyait pas vraiment le sujet, en fait, il n'y avait pas de quoi être très optimiste sur des négociations. Et Moscou n'en a pas besoin, certes, mais néanmoins, quand même, pour les Russes, le problème reste important, c'est de rétablir leur dissuasion, parce que finalement, l'Ouest se croit de plus en plus tout permis, y compris de frapper dans la profondeur russe, et ça, c'est un vrai sujet, malgré tout, parce qu'il peut y avoir un dérapage incontrôlé, surtout si la suite des événements militaires se passait trop mal pour l'Ukraine, et que finalement, au bout d'un moment, il y ait la nécessité, en tout cas ressentie comme telle par les Européens, par exemple, d'aller mettre des troupes sur le théâtre ukrainien, ce qui serait une folie, mais surtout ce qui pourrait faire dégénérer l'ensemble. Bon. Donc, moi, tout ça pour vous dire que je pense que malgré tout, les Russes devraient peut-être saisir, prendre cette balle au bond, dire pourquoi pas oui à Zelensky, prendre à revers en fait les autres qui sont en train de préparer les alternatives, et donc la poursuite de la guerre par proxy contre la Russie qui est menée via la malheureuse Ukraine. Et pourquoi pas, parce que de toute façon cette guerre c'est un problème sur l'architecture européenne de sécurité. Et il faut que l'on arrive à rétablir les bases d'une sécurité européenne à l'échelle véritablement de l'Europe tout entière, pas seulement de l'UE. Et après tout, si des négociations directes, d'une façon ou d'une autre, même si ça aide Zelensky, si vous voulez, peuvent permettre de commencer des pourparlers qui seront nécessairement très longs, pourquoi pas? Bon, ça c'est mon premier point, j'ai déjà pris trop de temps. Deuxième point, l'Iran. C'est la dernière trouvaille de Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain. Ça va être un D-Day économique, on va agonir l'Iran de sanctions renouvelées, maximum pressure, etc., etc.
Bon, donc on en parle beaucoup, Trump en parle beaucoup, etc. Bon, c'est la marque d'un grand désespoir, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour les États-Unis dans cette affaire, qu'ils en sont réduits à brandir de nouveau l'arme économique. Ils ont juste oublié un truc, c'est que on n'est plus en 2015 au moment du JCPOA, j'en ai parlé dans la dernière mondoscopie, et donc en fait les deux grands soutiens de l'Iran que sont la Chine et la Russie, qui en 2015 avaient adoubé l'accord et avaient même parrainé l'accord sur le nucléaire iranien dont les États-Unis se sont retirés en 2018, eh bien cette fois-ci, ils sont bien sûr du côté iranien et donc il y a tant de voies possibles de contournement de ces nouvelles sanctions américaines que je ne pense pas que ce soit une idée absolument géniale de Scott Bessent. Et alors ce qui est très très drôle, mais les Américains ils ont un côté extrêmement naïf, extrêmement... Scott Bessent s'étonne que cette annonce tonitruante, mais totalement déconnectée de la réalité, si vous voulez, n'ait pas fait baisser le prix du baril. Bon, on a envie de lui dire, Toto, c'est pas... Pardon, non pas Toto. Ce ne sont pas le fait que tu annonces des sanctions qui va faire baisser le prix du baril, c'est le fait ou pas d'arriver à débloquer Hormuz. Et comme les Américains ne sont pas du tout prêts à faire ce qu'il faut pour que le détroit d'Ormuz soit débloqué et qu'il n'y a pas que le pétrole et le gaz qui passent par Hormuz, mais aussi tout un tas d'autres matières essentielles à l'économie internationale, eh bien, je pense que, voilà, on se trompe encore une fois de problème. Troisième sujet, la Turquie vient de lancer une demande à Interpol d'arrêter Benyamin Netanyahou après avoir lancé un mandat d'arrêt contre lui il y a quelques semaines. Il y a eu des frappes israéliennes sur une base que visitait une délégation turque en Syrie. Israël dit qu'il est prêt à recommencer, à frapper de nouveau la Turquie et aussi, pourquoi pas, la partie sous occupation turque de Chypre. En fait, Benyamin Netanyahou est dans une impasse après l'échec de l'opération iranienne. Il n'y a pas eu de guerre totale comme il le souhaitait. Échec aussi au Liban, malgré tout. En plus, il craint de ne plus garder les mains libres à Gaza parce que Trump veut absolument son board of peace, cette fois-ci de manière sérieuse, pas seulement pour avoir le prix Nobel de la paix. Et si jamais le Hamas acceptait d'être désarmé et acceptait des troupes internationales, même si ces troupes internationales sont dirigées par un général américain qui laissera peut-être reprendre les attaques sur Gaza par Israël, ce n'est pas certain. Donc, si vous voulez, Israël est quand même dans une situation très compliquée et est en train, enfin, en tout cas, est dans une phase où on peut penser qu'ils perdent un peu le contrôle qu'ils avaient sur la politique extérieure américaine au Moyen-Orient. Donc, il y a une lourde perte d'influence et donc, ils avaient déjà mis en selle, si vous voulez, une nouvelle ennemie, la Turquie et le Qatar. Et là, en fait, la question, c'est l'accord de la Mecque qui vient d'avoir lieu entre le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, accord de défense, une espèce d'OTAN régionale. Et il se dit que la Syrie pourrait le rejoindre parce qu'en fait, la Turquie est en train de convaincre Trump qu'elle peut aider la Syrie à revenir dans le jeu international, à se stabiliser, chose que ne veut absolument pas Israël, en tout cas pas à la frontière sud syrienne, où les Turcs se proposent finalement d'assurer la sécurité des Syriens, et ce que ne veut absolument pas Israël. Donc on est vraiment dans une situation difficile pour Israël, pour la Turquie, pour les États-Unis qui voudraient bien se sortir de ce guêpier aussi, à mon avis. Bon, après, ce que ça signifie pour la sécurité des Syriens concrètement, ça c'est une autre affaire, ça mériterait d'autres développements que peut-être je ferai dans ma prochaine mondoscopie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on est peut-être en passe de voir ressurgir un surjon en fait de la guerre au Moyen-Orient, cette fois-ci, non pas entre la Turquie et Israël directement, parce que ce n'est pas possible, mais via la Syrie et peut-être même aux dépens de la Syrie, parce que celle-ci a finalement peut-être l'occasion de raccrocher les wagons avec l'accord de la Mecque du 6 août dernier. Merci, chers amis.